Merci, Madame la greffière. Bien, alors le procureur, c'est Monsieur McCloskey. L'équipe de la défense, alors je ne sais pas si Monsieur Ostojic n'est pas là. Est-ce que Monsieur Nikolic est là? Oui, Monsieur Nikolic est là. Pardon, je ne vous voyais pas, Maître Nikolic, derrière la colonne. Eh bien, je crois que c'est tout. Je pense que tout le monde est bien présent. Monsieur Zappa également. Bien, là où nous en sommes restés hier, eh bien, en dehors des tâches qui vous incombaient, Monsieur Haynes, et de ce que vous souhaitez faire avec votre client, et j'espère que vous avez réussi. L'objectif était que vous commenciez aujourd'hui avec votre propos liminaire qui durerait environ 25 minutes environ, et que ensuite nous passerions au témoignage de votre client. Est-ce bien exact? Maître Haynes, absolument, Monsieur le Président. Le Président, eh bien, allez-y, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, éminents confrères et amis, Mesdames et Messieurs. Alors, je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à me lancer dans la tâche de présenter les éléments afférents à une affaire au sein d'un prétoire, mais je pense pouvoir dire que cela fait maintenant une vingtaine d'années que je pratique ce métier. Et pour autant, aujourd'hui, j'avoue que je m'aventure en eau trouble. Car jamais auparavant, je n'ai prononcé une déclaration liminaire pour le compte de la défense. Les raisons, comme vous le savez sans doute, sont principalement dues aux règles qui régissent le système dont je viens et que je connais le mieux, mais sont aussi dues à la culture dans laquelle j'ai grandi. Et je dois donc avouer en toute franchise que je ne sais pas véritablement quelle est la tâche qui va maintenant m'incomber. Alors, je pensais le savoir. Je pensais savoir ce que signifiait ou ce à quoi devait ressembler le propos liminaire de l'accusation. En tout cas, c'est ce que je pensais avant d'arriver ici et avant de comprendre qu'au sein de ce tribunal, eh bien, l'accusation bénéficie de deux déclarations liminaires. Cela maintenant me paraît il y a très longtemps que nous avons entendu Madame Carla Del Ponte, suivie par Monsieur McCloskey, que je connais bien. Je me souviens à l'époque avoir été quelque peu irritée par l'idée de ces deux propos liminaires dont l'accusation pouvait bénéficier. Mais j'avoue que j'étais jeune et naïf et je ne prévoyais pas que je dirais ce matin ce que je vais dire au sujet du propos de Madame Del Ponte, à savoir que c'était un propos tout à fait important, un discours important, et qu'elle a placé cela dans un contexte historique. Et j'avoue que ça a été un grand privilège que de pouvoir l'écouter. Et si vous m'accordez votre indulgence, quelques minutes, permettez-moi, avec les commentaires, joindre aux commentaires qui ont été faits par d'autres avant moi et développer un petit peu sur ce thème-là. C'est véritablement un grand honneur et un privilège que d'avoir cette possibilité que de comparaître devant ce tribunal. Un privilège et un grand honneur également à bien des égards.
peut-être dois-je dire qu'il est sans doute tout à fait juste de rendre hommage à tous les confrères ici, car quelle que soit l'issue dans l'affaire de mon client, eh bien, c'est une expérience qui m'a beaucoup enrichie, extrêmement gratifiante pour moi, sur le plan aussi bien professionnel que personnel. Ma gratitude va aussi à la Chambre de première instance et à mes éminents confrères qui ont directement participé aux événements d'il y a maintenant presque un an et qui laissent un souvenir impérissable dans mon esprit. Alors, c'est vrai que la courbe d'apprentissage a été extraordinaire. Je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais plus et je ne suis plus le jeune blanc-bec avocat qui est arrivé ici il y a presque 3 ans. J'ai beaucoup appris sur l'histoire, sur la justice internationale. J'ai appris énormément de nouvelles notions en matière de responsabilité pénale et j'ai appris aussi quelques méandres dans les logiciels et le matériel de ce tribunal extrêmement complexe. Alors, dans la présentation de mes moyens, je tiens à exprimer ma gratitude non seulement à mon conseil, mais à l'équipe qui m'accompagne. Il s'agit de jeunes juristes extrêmement capables, que je suis heureux et fier d'avoir connus et dont je souhaite qu'ils aient une grande carrière. Aucun avocat ne saurait se soustraire à l'invitation qui lui est faite de mettre ses compétences à l'épreuve au sein d'un tribunal international et cela a été un grand honneur pour moi que de pouvoir travailler avec autant de talents réunis au sein de ce prétoire. Il ne fait aucun doute qu'il faut savoir de quoi l'on parle lorsque l'on est dans la chambre et certains des travaux que j'ai pu apprécier réalisés par mes collègues eh bien, avaient un niveau tellement élevé qu'on aurait qu'ils auraient mérité qu'on paye pour les entendre. Bien qu'il y ait parfois eu des questions plus naïves posées par des avocats, mais cela est inévitable dans un procès d'une telle longueur, et je pense qu'on peut mettre cela sur le compte de la grande fatigue. Monsieur le Président, je pense que ce n'est pas une mince affaire que d'être chargé d'une affaire de cette envergure et de cette taille, et je pense que vous êtes très proche du but. Les juges ici présents ont donné le ton de ces audiences, les maîtres mots que vous avez utilisés sont ceux de tolérance, de bon sens et d'humanité. Et je pense que nous pouvons nous dire que nous vous en savons gré. Alors, il y a aussi les autres structures du tribunal dont la coopération et le soutien ont été indéfectibles et auxquels je tiens aussi à exprimer mes remerciements. Je voudrais aussi rendre hommage à la dignité extraordinaire qui a caractérisé les victimes et les témoins qui étaient là pour relater leurs épreuves. Et puis, je voudrais aussi rendre hommage à la dignité avec laquelle les accusés ont aussi fait face lors du procès. Alors j'avais un certain nombre d'objectifs au début de ce procès. Je vous souhaitais le terminer en bonne santé, plus riche, encore marié et tout paraît de soi. Bien, nous n'en sommes pas encore au terme de cet exercice, mais je peux cocher 2 des 4 encadrés et je vous tiendrai au courant pour la suite des événements. Alors, j'avais une autre ambition qui était d'obtenir pour le compte de mon client le meilleur résultat possible pour Vinko Pantorevic. Et je pense que je vais maintenant aborder cette question. Et je tiens à souligner que c'est aussi un grand honneur et un privilège certain que de le connaître et que d'avoir à le représenter. Bien alors, étant donné que c'est la manière dont je conçois cette déclaration liminaire et que pour moi il s'agit de donner le contexte de l'argumentaire, je voudrais vous brosser le programme des événements qui nous attendent pour les semaines à venir
Alors, bien sûr, cela passera sans doute par des questions d'ordre administratif qui seront soumises à la sagacité des juges dans les journées à venir. Et comme vous n'êtes pas sans le savoir, et comme je le dis, je le sais depuis déjà assez longtemps, l'affaire donc concernant le 7e accusé, au titre de l'acte d'accusation, commencera avec le témoignage de l'accusé lui-même qui prendra sa propre défense. Étant donné nos estimations du temps d'interrogatoire, eh bien, il semble inévitable que sa déposition nous prendra non seulement la fin de ce mois en cours, mais aussi tout le mois de février et peut-être aussi une petite partie du mois de mars. Eh bien, d'ici là, à ce moment-là, donc, nous aurons siégé 8 à 9 semaines depuis le début, même si bien sûr il y aura quelques journées où nous ne siégerons pas la semaine prochaine, mais je pense que nous aurons à ce moment-là bien mérité une petite pause. Donc nous inviterons la Chambre de première instance de faire une pause d'1 semaine à l'issue de la déposition du général Pandorevitch. Ce qui ne représentera en aucun cas un congé pour nous, une équipe de la défense, puisque nous travaillerons sur la présentation de moyens de preuve supplémentaires. Bien sûr, une fois que nous aurons entendu ce qu'il a à nous dire, nous saurons plus précisément quels sont les liens entre les parties et nous pourrons être plus à même de décider quels sont les témoins dont nous avons encore besoin et que nous souhaitons appeler à la barre. Il est fort probable que à ce moment-là, nous aurons vraisemblablement élagué notre liste de témoins. Il va de soi que nous souhaitons conserver une certaine marge de manœuvre, mais n'ayez crainte, nous n'avons aucunement l'intention de faire un gvéro. Nous nous assurons que tout un chacun est informé au moment opportun de ce en quoi vous êtes en droit de vous attendre, de manière à ne pas indûment gaspiller les ressources à notre disposition. Nous espérons de surcroît que c'est là une question qui pourra faire l'objet d'un accord le plus tôt possible, de manière aussi à pouvoir exploiter au mieux les ressources judiciaires à notre disposition. Bien, un certain nombre de questions d'ordre pratique se posent du fait que le général Pandorevitch va venir déposer dans sa propre affaire. Et je souhaiterais revenir brièvement au débat que nous avons eu hier dans le prétoire et qui nous a pris l'ensemble de la séance. Puis, en tant qu'accusé qui va déposer dans sa propre défense, le général Pandorevitch a des contacts avec son conseil dans un degré plus ou moins divers dans le cadre de cette déposition. Lorsque au printemps de l'an dernier, nous avons placé son nom à côté de la liste 65 terres, c'est quelque chose que nous ne pouvions pas prévoir. Lorsque nous l'avons fait, et on l'a fait vraiment de manière tout à fait honnête depuis le début, nous pensions que eh bien, cette période, pour lui et pour moi, serait une période d'isolement splendide. Et je puis vous dire que j'ai envisagé l'absence de visite à l'unité de détention de Scheveningen comme étant véritablement splendide. Mais puisque en septembre, il y a eu un changement avec la chambre d'appel de Perlich qui a changé le droit. Voilà ce qui a été le résultat de cette décision. En tant que conseil, dans cette affaire, le minimum de mon devoir, c'est d'être au courant des changements de droit qui sont apportés au fur et à mesure des procès et des travaux et de tenir mon client au courant et de le conseiller en conséquence. Vous auriez pu penser
que mon client, le général Pandorevitch, aurait été pratiquement fou s'il n'avait pas, après le 5 septembre, décidé d'invoquer ce qui est en fait son droit le plus strict. Les accusés ont le droit, peut-être le droit le plus connu, c'est celui qui est exercé par les 6 autres accusés, à savoir le droit d'être présent dans le box des accusés et d'entendre les chefs d'inculpation qui leur sont reprochés. Cela, dans mon argumentaire, ne saurait être l'objet d'interférences ou de commentaires négatifs. De surcroît, nous pensons même que cela ne serait vraiment pas juste, puisque le général Pandorevitch doit avoir accès à son avocat, son droit le plus strict sur le plan juridique pour obtenir des conseils de son avocat, car il essaie d'obtenir les conseils les plus justes. Et je tiens à le souligner, parce que nous sommes dans un territoire encore inconnu et parce que j'ai ressenti quelque chose de particulier dans les débats d'hier. Et je voudrais aussi dire, j'espère que nous nous souviendrons que s'il y a un discours qui se fait jour, eh bien l'autre participant, ce sera vraisemblablement moi. Nous avons toujours eu de bonnes relations dans le déroulement de cette affaire. Et je serai vraiment pris de court si des allégations sans fondement se faisaient jour dans le cours d'un interrogatoire. Alors bien sûr, en tant qu'accusé, le général Pandorevitch a tout à fait le droit d'être présent pendant l'intégralité de son procès. Vous avez fait en sorte ici à la Chambre que son absence soit bel et bien consignée lorsque, par exemple, il est souffrant et qu'il ne peut pas être là. Je ne mentionne cela qu'en passant, car même si je vais essayer de ne heurter personne lorsque je vais lui poser des questions, s'il y a une objection dans une ligne donnée de questionnement, s'il y a une discussion, eh bien, toute décision doit être prise en sa présence et en étant sûr, en s'assurant bien qu'il ait bien saisi les tenants à les aboutissants. On ne le demandera pas d'enlever ses écouteurs. Une dernière question d'ordre pratique qui concerne la durée de deux séances dans le courant d'une journée donnée. En règle générale, ces séances durent 90 minutes. Mais j'ai bien observé que le fait que la plupart des cas, lorsqu'il y a des malentendus, lorsqu'il y a des cafouillis, eh bien, elles se produisent lors des 10 dernières minutes de ces longues séances. Je pense que cela ne profite à personne. Et pour moi, eh bien, cela revient à une perte de temps. Donc, lorsque le général Pandorevitch va déposer, je propose que les séances les plus longues soient de 80 minutes, que les pauses durent la même durée de temps. Et je pense que nous ne perdrons ainsi aucun temps et que nous réduirons le risque de fatigue et donc le risque d'erreur. Et enfin, sur ce plan-là, je vous tiendrai bien sûr au courant de l'état de santé et du niveau d'énergie de mon client et vous informerai de toute difficulté qui pourrait surgir. Bien sûr, c'est un homme tout à fait robuste, mais il a 50 ans passés et il est affecté par un certain nombre de problèmes de santé qui découlent d'anciennes blessures de la guerre.
J'aimerais maintenant faire un certain nombre de remarques qui ne feront pas l'objet d'un résumé des éléments de preuve que je vais citer ultérieurement. Cela, je pense, serait insultant. Euh, Ce n'est pas ce que je vais dire qui sera important, c'est ce que dira mon client. Je n'ai pas à vous dire quelle est ma ligne de défense. J'espère que vous savez quelle est cette ligne de défense. Voyez-vous, je suis anglais. On m'a élevé dans l'idée que le cricket était une métaphore de la vie, que la musique des Beatles était un tableau fidèle de la condition humaine et que la saveur des whisky était une sorte de révélation de l'existence de Dieu. Alors je ne dirais pas que le baseball, que le bourbon et que Bruce Springsteen me laissent de marbre, mais tout simplement ça ne fait pas partie de mon patrimoine génétique. En tant qu'avocat, le grand principe que je respecte, c'est celui de la présentation de mes arguments et je pense que nous le faisons de la manière la plus explicite possible. Il y a des exemples où cela n'a pas été possible parce que il n'y a pas eu de témoins qui ont été appelés pour contredire la thèse que nous allons maintenant présenter. Il y aura des occasions où vous m'avez aussi coupé la parole lors de mon contre-interrogatoire. Ainsi, je n'ai pas pu arriver au terme de mon argumentaire. Mais je pense que nous pouvons dire que nous ne nous sommes pas dérobés dans la plupart des cas. Donc, le critère de présentation des moyens de preuve fait partie du règlement du tribunal. Néanmoins, il semble que cela peut faire l'objet d'une interprétation créative, comme certaines dispositions des règlements de la brigade. Alors ce serait intéressant de voir dans quelle mesure les parties présentent leur argumentaire au général Pandorevitch de manière explicite. Est-ce que, par exemple, le procureur va dire clairement quels sont les aspects du témoignage de PW 168 dont elle estime que ce témoignage est exact et quelles sont les parties qu'elle abandonne, ou est-ce que l'accusation va simplement éluder la question? Il est aussi intéressant de voir quelle sera la position d'autres dont la logique pourrait être réfutée par la déposition de mon client. Est-ce qu'ils vont essayer de rectifier le tir ou est-ce qu'ils vont essayer de jeter un petit peu de poudre aux yeux, pardon. Eh bien, quant à savoir s'ils devront avoir la possibilité de le faire, j'y reviendrai plus tard. Je vous pardonne si vous êtes en train de vous poser la question, mais pourquoi, s'il ne nous dit pas quel va être son argumentaire, pourquoi est-ce qu'il nous fait gaspiller notre temps? Bon, tout d'abord, je pense qu'il est important pour moi aussi de faire une déclaration liminaire pour le condamné accusé, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre de choses que je dois aborder pour expliquer a priori ce qui va se passer. Personne ne niera le fait qu'il y a eu une sorte de frisson d'adrénaline qui a parcouru le prétoire aujourd'hui. C'est un moment de véritable suspense. Le seul accusé, le premier et le seul à déposer dans son propre procès, le commandant de la brigade de Zvornik, dont les forces ont pris part à la prise de Srebrenica et dont la responsabilité était de défendre les villages qui étaient les plus proches des sites d'exécution qui font l'objet de l'acte d'accusation et qui ont combattu au sein de la 28e division. L'homme qui a permis à des milliers d'hommes d'aller vers leur liberté en violation de ses propres ordres. L'auteur des rapports de combat de la brigade de Zvornik les 15, 16 et 18 juillet. C'est une histoire tout à fait forte et importante qu'il va nous raconter. Et
il faut souligner qu'il a le courage de la raconter. Et cela n'est pas une mince affaire. Alors, il n'y a peut-être que 15 mètres entre le box des accusés et la barre des témoins, où il va se rendre dans quelques instants. Mais c'est une petite marche qui nécessite énormément de cran. Bien sûr, on voit parfois les choses différemment, mais Vinko Pandurevic n'a jamais eu peur de tenir tête, de remettre en question l'autorité et de faire ce qui, à son sens, était la chose juste à faire. Il va faire cette courte marche en étant pleinement conscient du fait que rien ne sera plus comme avant. Il va le faire publiquement, en séance publique. Il le fait sans aucune garantie quant à la peine ou au risque maximal encouru en termes de peine. Il le fait en tant que premier témoin dans cette affaire sans se dérober, malgré les écueils, et en essayant de s'armant d'une carapace et en avançant dans des méandres sans même connaître l'issue du match. Il le fait en connaissance de cause néanmoins, sachant que cela va lui causer des difficultés ainsi qu'à sa famille à l'étranger. Bien sûr, vous aurez constaté que l'homme qui va faire ces quelques pas a quelques kilos de plus et quelques cheveux de moins qu'en 1995. Il a aussi pris quelques années. Il a grandi en sagesse et il a acquis un grade militaire plus élevé que le capitaine de 33 ans qui a repris le commandant de la brigade de Svornik en décembre 1992. Cela fait maintenant 3 ans que je le connais et si vous me permettez de dire cela, c'est un général jusqu'au bout des ongles, totalement investi de sa fonction. Je vous demande, avec instance, de ne pas oublier que je n'ai pris connaissance qu'a posteriori de tout ce qu'il sait, de son expérience et de cette aura. Lorsque l'on regarde cet individu maladroit dans la vidéo qui essaie de s'opposer au général Mladic dans les rues de Srebrenica et qui est vertement écarté, il est difficile d'imaginer que cela est la même personne, le même Vinko Pandurevic, qui va venir s'exprimer ici d'ici quelques minutes. Je vous demande de bien vouloir conserver à l'esprit cette image ainsi que celle de la personne avec ce comportement un petit peu distant et puéril le 16 juillet, lorsque son commandant lui a demandé ce qu'il préparait, et de comparer cela à l'impression de gravité qu'il donne aujourd'hui. Alors, certains pans de la personnalité de Vinko Pandurevic se sont fait jour très tôt au cours de ce procès, lorsque M. McCloskey lui-même, dans sa déclaration liminaire, l'a décrit en termes élogieux. Depuis, plusieurs témoins, à plusieurs reprises et souvent de manière inattendue, ont aussi fait son éloge de ses qualités personnelles ou de ses aptitudes en tant que militaire. Alors, je ne vais pas vous le présenter en tant que grand homme ou même en tant qu'un homme bon. Ce n'est pas parce que je pense qu'il n'est ni un grand homme ni un homme bon. C'est juste que je ne pense pas que cela soit pertinent dans notre affaire, ni dans un sens ni dans l'autre d'ailleurs. Les accusations portées à son encontre sont les plus graves qu'on puisse imaginer et vous n'allez pas l'acquitter simplement sur la base du fait que c'est un bon fils, pas plus que vous n'allez le condamner parce qu'il aurait été un mauvais mari pour sa première épouse. Je dois dire que nous avons été gâtés par un grand nombre de contre-interrogatoires justifiés par le fait qu'il en allait de la crédibilité des témoins. Et dans mon argumentaire, une grande partie
a été mal dirigée et même s'est tenue dans un contexte plutôt gratuit. Nous n'y avons guère porté d'attention dans le passé, mais lorsque nous allons présenter nos moyens, eh bien, nous vous demanderons d'étudier tout cela de très près. Pour donner un exemple parfaitement ridicule, si un témoin arrive au tribunal simplement pour dire le général Mladic a bu une bière dans les rues de Srebrenica, cela ne permet à aucun avocat d'aucune partie de prouver ou d'en tirer des conclusions sur sa personnalité. Le fait que le général Mladic buvait une bière dans les rues de Srebrenica, ça n'a aucune valeur probante. Cela est un contre-interrogatoire qui, d'une part, n'est pas pertinent, n'est pas utile et est totalement injustifié et, à mon sens, n'est pas éthique non plus. Nous n'avons pas peur. Mon client et tous les témoins qui seront appelés en son nom se prêteront volontiers à l'épreuve de vérification de leur crédibilité. Mais nous ne sommes pas naïfs non plus. Et je ne veux pas dire pour autant que la partie adverse l'est en disant cela. Lorsque l'on entend parler d'enquêteurs qui fouillent les affaires ou le contexte familial de l'accusé et qui passent à la loupe sa vie privée, on comprend bien ce qu'ils recherchent et qui est derrière tout cela. Et donc, fort de cela, nous sommes bien sûr sur nos gardes. Et si des attaques sont lancées, eh bien, ma foi, elles devront être pleinement justifiées. Nous demanderons quelle en est la pertinence. Et si la justification en est la crédibilité, on dira crédibilité vis-à-vis de quoi? Que contestez-vous? D'après vous, cet homme ou cette femme ment à propos de quoi? Et avez-vous un argument positif à présenter à ce sujet? L'avantage essentiel du fait que le général Pandorevitch vienne témoigner pour nous tous, c'est que nous disposerons de moyens de preuve sur des questions tout à fait essentielles. Et vous n'allez pas devoir prendre des décisions dans un vide de documents en essayant de tirer des conclusions, des déductions. Vous entendrez ces mots et vous bénéficierez de ces explications. Beaucoup de ce qu'il aura à dire ne fera que confirmer d'autres éléments de preuve, mais dans certains cas, il nous dira des choses qui sont totalement neuves et nouvelles pour tous ici. Mais seul lui peut dire ces choses, des choses qui n'ont été consignées nulle part, sauf dans sa mémoire. Bien sûr, le registre des officiers de permanence de la brigade était très utile, mais tout n'y a pas été consigné. Toutes les conversations radio n'ont pas été interceptées et on n'a pas entendu de déposition de la part de toutes les personnes qui lui ont parlé dans ces jours, lors de ces jours tout à fait essentiels pour le procès. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'il pourra parler de documents dont il est l'auteur ou de conversations enregistrées auxquelles il a participé. Donc il va vous expliquer ce qu'il voulait dire lorsqu'il parlera de documents qu'il a rédigés. Il est tout à fait impératif que vous vous souveniez où est la charge de la preuve dans cette affaire. Il n'aura pas à vous persuader que lorsqu'il dit je voulais dire ceci ou cela au sujet d'un document, bien que cela est exact. L'effet de sa déposition dans notre argumentaire sera de donner à l'accusation une sorte de montagne à gravir afin de pouvoir prouver qu'en tant qu'auteur, il voulait bien dire une chose. Et
nous disons que l'avis de M. Richard Butler quant à la signification d'un document traduit qui ne peut même pas réimprimer correctement, eh bien, que cela ne sert pas grand-chose. Concernant la signification des documents du général Pangourevitch, il se posera bien sûr la question de l'exactitude de la traduction, la fidélité de la traduction en anglais. Ce n'est pas simple. On ne peut pas traduire directement dans une langue un mot venant d'une autre langue. Il y a parfois un grand nombre de possibilités, enfin souvent un grand nombre de possibilités offertes. Et chacune modifie le sens de la phrase ou du document. Par exemple, chez les Esquimaux, il y a 23 mots pour désigner la neige. Un traducteur ne pourrait traduire chacun de ces 23 mots qu'en un seul mot en anglais. Lequel choisir lorsque l'on fait l'exercice inverse? Le risque, c'est qu'une grande partie du sens soit perdue. Et donc, nous verrons ce qu'il en est lorsque nous aborderons certains documents dans cette affaire. Et certains sont des documents importants, un grand nombre de notions qui ont des registres d'expression différents. Parfois, il y a des explications justes, même si la traduction est un petit peu maladroite. Je voudrais dire une chose au sujet des traductions, puisque nous en sommes sur le sujet, quelque chose qui me titille d'ailleurs depuis le début de cette affaire et qui continue de me gêner. Il y a une expression qui apparaît dans un grand nombre de documents de cette affaire et qui très souvent figure en lettres italiques et entre crochets. Et cette expression, c'est terme péjoratif pour désigner les musulmans bosniens. Alors, ce n'est pas là une expression qui a été ajoutée par un seul traducteur. Étant donné le temps qui s'est écoulé entre les différents documents, je pense qu'il y a plusieurs générations de traducteurs qui ont dû insérer cette expression. Or, pendant toutes ces années, ils n'étaient pas tous à leur bureau, tout seuls, en décidant que vous, les juges de ce tribunal, et nous, les praticiens, soyons assez naïfs pour avoir une explication au sujet d'une expression de 2 à 3 mots. L'on en arrive à une conclusion inébranlable, à savoir que cette expression relève d'une politique déterminée. Cela semble exact. On ne peut que se prêter à des conjectures quant aux raisons qui ont amené les traducteurs à opter pour une telle politique, et l'absence d'une expression, terme péjoratif désignant les Serbes est frappante et regrettable, parce que tout cela donne un certain goût au terme utilisé par le tribunal. Et nous n'avons pas besoin de ce parti pris. Et je regrette qu'au cours des années à venir, ceci revête un caractère qui relève de mauvaises intentions. Dans un tribunal tel que celui-ci, une traduction telle que celle-ci est le ciment qui relie les briques de la justice. Et ce, dans un tribunal qui se doit d'être impartial. Et ce qui ne s'y prête pas est le contexte. L'on ne peut pas utiliser ces termes péjoratifs ni les désigner comme tels, et il faut y mettre fin. On ne peut pas dire que utiliser des termes péjoratifs est une bonne chose pour une société.
Ceci ne nous permet en rien de mieux comprendre la situation, mais les habitants de la Bosnie des années 90 ne pensaient en rien à la nécessité et aux impératifs du politiquement correct. Leur objectif principal était de survivre. Et quant à l'utilisation que l'on fait de ces termes, imaginez que votre père ait été assassiné, votre sœur violée, votre maison incendiée. Dans une telle situation, vous imaginez bien que vous n'appellerez pas les auteurs de ces crimes des amis. Vous ne les appellerez probablement même pas des ennemis. Diaboliser l'ennemi en temps de guerre est une tactique habituelle. Une tactique habituelle. Et je comprends bien que l'accusation critique cette pratique, mais dans l'Amérique moderne, une telle rhétorique est quotidienne. Et j'affirme ici, haut et fort, que ceci ne vous donne aucune indication quant à la personnalité de celui qui tient les propos en question. Et ceci ne constitue en rien la preuve d'une intention délictueuse au titre de l'acte d'accusation. D'innombrables ouvrages ont été écrits portant sur la structure et la gestion de l'armée yougoslave. Et dans une certaine mesure, certes moindre, de nombreux ouvrages ont été rédigés portant sur l'armée de Republika Srpska. Et à mesure que je vous présenterai mes arguments, vous en trouverez les traces. Mais nous vous invitons à vous reporter à votre jurisprudence et à l'analyse que vous ferez des moyens de preuve au moment où vous prendrez votre décision portant sur la culpabilité de l'accusé. Essayez. Qui a participé aux événements? Si cela peut être prouvé, dites-nous quelles sont les unités ou quelle est l'unité à laquelle appartenaient ces hommes. Essayez de tirer vos conclusions quant aux ordres qu'ils ont été amenés à suivre. C'est là le meilleur moyen, à mon sens, de tirer vos conclusions. Et ceci nettement, de façon plus adéquate qu'en lisant le règlement, parce qu'aucune règle ne peut anticiper ou permettre de prévoir les événements qui se sont déroulés dans le cadre de cette affaire. Il y a de fortes chances que vous en arriviez à la conclusion que les règles ont été jetées aux oubliettes pendant cette période. Dans cette déclaration et la façon dont je la prononce, dans la façon dont sont présentés les éléments de preuve du général Podgorievitch, il aurait été stupéfiant que l'on n'examine pas, ne fût-ce qu'à la hâte, l'acte d'accusation. Un acte d'accusation qui a été décrit par d'autres avant moi comme étant complexe, puisqu'il décrit toute une série de responsabilités criminelles, les unes en cachant d'autres. Et je conviens que c'est là une description qui se prête à la situation. Ceci étant dit, la façon dont nous analysons les faits nous amène à une conclusion de nature différente. Lorsque l'on en arrivera aux détails de l'acte d'accusation et des allégations portées contre les accusés, je prétends que le document pêche par lâcheté. Par lâcheté parce qu'il se voile la face et renonce à à se livrer aux conjectures auxquelles il devrait se livrer.
Il ne nous dit pas qui était aux commandes sur le terrain. L'acte d'accusation ne dit pas qui intimait aux soldats l'ordre de tirer sur des prisonniers aux différents sites d'exécution. Et c'est là un élément essentiel si l'on souhaite comprendre l'affaire du général Pandourevitch, parce qu'il n'était pas l'homme qui intimait les ordres aux soldats et qui leur ordonnait de tuer des prisonniers, Rochevitch ou Petrovski. Il venait d'unités qui étaient présentes un peu partout. Il y avait là quelqu'un, un officier de haut rang, mais l'acte d'accusation pêche par négligence puisqu'il ne désigne pas les hommes au commandement. On pourrait dire qu'il se voile la face. Il y a à cela des raisons tactiques d'une part, des raisons historiques de l'autre. Peut-être la volonté de l'acte d'accusation est de veiller à ce que les éléments qu'il contient correspondent au plus près aux positions des uns et des autres. Je ne sais pas pourquoi Dragan Obrenović a plaidé coupable. Les hommes font des choix, et ces choix se fondent sur différentes raisons, l'une d'entre elles pouvant être la volonté de hâter les procédures, d'autres pensent peut-être que c'est là la meilleure chose à faire, peut-être souhaitait-il avoir une certaine certitude, mais ceci ne doit en aucun cas vous amener à vous écarter de votre volonté de procéder à un examen juste et adéquat de son commandant, Vinko Pandourevitch. Peut-être vous fera-t-il parcourir les structures de la brigade de Zvornik, une brigade différente de toute brigade dans n'importe quelle autre armée. Peut-être vous dira-t-il ce qu'il en était véritablement, ce que signifiait être commandant de cette brigade. Peut-être vous dira-t-il à quoi ressemblaient ces soldats. Peut-être vous parlera-t-il de la folie à laquelle il a assisté le 15 juillet 1995. Et j'imagine que c'est précisément ce que vous attendez de lui dans sa déclaration liminaire. Monsieur McCloskey a chanté les louanges de Pandourevitch, qu'il a décrit comme un soldat courageux. Et à la fin de sa défense, il a indiqué que c'était là nettement plus courageux que tout ce qu'il a fait par le passé. Merci. J'inviterai à présent le général Pandourevitch à la barre. Le président, merci monsieur. Maître Haynes, souhaitez-vous que nous fassions la pause maintenant? Maître Haynes. Non, je pense que nous pouvons poursuivre pendant 20-25 minutes. Le président, très bien, merci. Monsieur Pandourevitch, je vous invite à présent à venir à la barre des témoins.
Juge Agius, Monsieur Pandorevitch, vous êtes sur le point de commencer votre déposition. C'est une décision, je l'imagine, que vous avez prise vous-même et de votre propre gré. Il se peut que vous souhaitiez revenir sur votre décision. Rien ne vous en empêche. Personne ne peut vous contraindre à vous exprimer dans le cadre de cette affaire. En revanche, si vous souhaitez déposer, je vous inviterai à prononcer la déclaration solennelle, une déclaration que vous connaissez bien, et ensuite nous irons de l'avant. Le témoin, merci Monsieur le Président. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le Président, merci. Je vous invite à prendre place. Juge juste toujours, nous ferons la pause à 10h30. Oui, 10h30. Répond le juge Agius au juge Kwon. Et ensuite, nous aurons une pause d'une vingtaine de minutes, comme d'habitude. Et la séance suivante durera 1h30 et non pas 1h45. 1h20, excusez-moi. Non pas 1h30, mais 1h20, plutôt que la durée habituelle. Maître Haynes, merci, Monsieur le Président. Le Président. Merci. Maître Haynes, pourriez-vous décliner votre identité? Le témoin, je m'appelle Vinko Pandorevitch. Maître Haynes, votre date de naissance? Réponse, 25 juin 1959. Question, où êtes-vous né? Réponse, je suis né dans le village de Jasik, municipalité de Sokolac, République de Bosnie-Herzégovine. À l'heure actuelle, ce territoire correspond à celui de la Republika Srpska. Question. Votre père est décédé l'année dernière. Quel était son nom? Réponse. Son nom était Jovan. Question. Votre mère? Réponse. Anja. Question. Vous avez plusieurs frères et sœurs. Pourriez-vous nous dire quels sont leurs noms, leurs âges, par ordre décroissant d'âge, commençant par l'aîné? Réponse, ma sœur Colin est née en 50, mon frère Mitko est né en 56, je suis né moi-même en 59, Nenad en 65 et Peter en 69. Question, avez-vous été marié? Réponse, oui. Question, une fois ou plusieurs fois? Réponse, à l'heure actuelle, une fois. Mais il est vrai que je me suis marié 2 fois. Question, avez-vous des enfants, Général Pandorevitch? Réponse, j'en ai 3. Question, quels sont les âges de vos enfants? Réponse, Natacha a 22 ans et j'ai 2 fils jumeaux qui ont tous deux 10 ans. Question, où se trouve Natacha à l'heure actuelle et que fait-elle? Réponse, Natacha réside à Belgrade où elle étudie le droit. Question, et les 2 garçons? Réponse, ils résident également à Belgrade et ils fréquentent l'école élémentaire. Question, quelle était la profession de votre père? Réponse, mon père était agriculteur. Il est né dans un village où il a passé toute sa vie. Il avait du bétail et il cultivait la terre de façon très primitive. Nous sommes tous nés dans le même village. Nous avons travaillé avec notre père, ce dès l'âge de 10 ans. Et nous travaillions, nous avions à accomplir des tâches physiques. Question, et quelle école avez-vous fréquenté?
Réponse, j'ai fréquenté plusieurs écoles. Dans la mesure où mon village était un petit village, il n'y avait pas d'école primaire dans mon village. L'école primaire était dans le village voisin et c'est là que j'ai euh, achevé mes études à l'école primaire. Ensuite, il fallait que je parcours 3 kilomètres ailleurs, euh, aller et retour. Et ensuite, je suis allé dans une autre école qui était encore plus loin. Et ensuite, il fallait que je fasse 9 kilomètres pour aller dans l'école où j'ai été à l'école secondaire. Et puis ensuite, j'ai fini cette école secondaire à Sokolat. C'est là, il fallait que je parcours 13 kilomètres aller et retour. Question, vous êtes allé un peu rapidement. Lorsque vous nous avez dit que vous êtes allé qu'il a fallu que vous parcouriez de certaines distances pour aller à vos écoles. Comment vous rendiez-vous dans ces écoles? Réponse, l'interprétation de vos propos n'a pas suivi, mais question, comment alliez-vous à l'école? Réponse, à pied. Question, vous nous avez dit que le village était un petit village, mais combien de personnes vivaient à Yassik? Pouvez-vous nous le dire? Réponse, il y avait 4 maisons au total, comptant une dizaine à une quinzaine de personnes. Dans le village voisin, il y avait aussi 3 ou 4 maisons. Il y avait aussi un hameau musulman proche de mon village. Et là, il y avait 5 ou 6 maisons. What was the ethnic composition of the village you lived in? Question, quelle était la composition ethnique du village dans lequel vous viviez? Les 3 villages que je viens de mentionner portaient le même nom, Vietrenik, mais il s'agissait en fait de 3 hameaux différents, 2 hameaux serbes et un hameau musulman. Question, quel contact entreteniez-vous avec les musulmans en tant qu'enfant? Réponse, des contacts au quotidien. Nous cultivions la terre, nous donc fauchions l'herbe, et mon père avait des terres qui étaient proches de celles du voisin musulman. Nous allions à l'école ensemble, nous jouions au football et nous occupions du bétail et nous labourions la terre. Question, quelles étaient les fêtes religieuses? Réponse. Les Serbes célébraient leur fête familiale, comme tous les ans. C'était l'use et coutume dans nos villages d'inviter l'ensemble des villageois à participer à une fête. Et bien entendu, les musulmans étaient invités également à participer à ces fêtes. Question. Est-ce que vous considériez ces derniers comme des amis? Réponse. Oui, nous les considérions comme des amis. Un bon voisin, c'est, selon notre croyance, plus important encore qu'un frère. Question. Et qu'en était-il de la composition ethnique de l'école que vous fréquentiez? Réponse. La première classe que j'ai fréquentée comptait essentiellement des Serbes. Il n'y avait que 3 musulmans. Et ensuite, dans les classes supérieures, j'ai fréquenté une école dans un village musulman qui ne comptait que 3 ou 4 écoliers serbes. Le reste était des musulmans, tout comme les enseignants d'ailleurs. Question. Chez vous, comment vous-on enseigné les relations à avoir avec vos voisins d'autres groupes ethniques?
Réponse. Nous avions des relations de bon voisinage. Tout ce qui nous distinguait, c'était nos religions respectives. Nous savions, lorsque nous étions des enfants de 6 à 7 ans, que les Serbes appelaient les voisins musulmans des Turcs et nous, ils nous appelaient des Blassis. Mais ça n'était pas vraiment péjoratif, c'était des termes qui avaient trait à la religion, parce que nous savions que les musulmans venaient de Turquie, c'est la raison pour laquelle on utilisait ce terme de turc. Question. Et quelles étaient les attitudes qui prévalaient dans les écoles? Réponse. Eh bien, vous savez, nous vivions dans un système communiste. Et l'attitude que nous avions quant aux croyances et aux religions était contrôlée dans une certaine mesure. C'était presque de l'oppression. Il y avait un concept de fraternité et d'unité sur lequel reposait la société yougoslave. D'aucuns essayaient de nous faire passer d'appellations ethniques à des nations. Donc il y avait une sorte de creuset. L'on passait de cette notion de groupe ethnique à la notion de nation, la Yougoslavie, la nation yougoslave. Question. Et comment cela se distinguait-il de la situation au moment où la guerre a commencé? Réponse. Malheureusement, le concept d'unité et de fraternité, l'autogestion socialiste, n'ont pas survécu au test de l'histoire. Et ce concept de fraternité et d'unité a été remplacé par la violence qui s'est fait jour sur le territoire de la Yougoslavie. Et dans un tel contexte, l'on pourrait dire que cette même ancienne Yougoslavie était une création qui avait été faite par la force, et c'est un petit peu la raison qui a expliqué la fragmentation. Question, peut-on en arriver à votre propre parcours militaire? À quel moment avez-vous rejoint les rangs de l'académie militaire? Réponse. Après avoir obtenu mon diplôme à l'école primaire et une fois que j'ai rejoint les rangs de l'académie militaire, donc c'était après l'école élémentaire, et ensuite j'ai été le seul élève de Sokolac à rejoindre les rangs de l'académie militaire parce que j'ai reçu une bourse et c'est ce qui m'a permis justement de m'éduquer à un niveau supérieur. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint les rangs de l'académie militaire, parce que l'éducation, l'enseignement était gratuit. Question, qu'en pensait votre mère? Réponse. Elle n'approuvait pas ce choix. Elle me dit, une fois que tu revêtiras l'uniforme, tu seras toujours un homme en uniforme, ce qui veut dire que tu seras toujours l'objet de certaines pressions. Question, combien de temps avez-vous passé à l'académie militaire? Réponse, 4 ans au total, 3 ans à Belgrade et 1 an à Sarajevo. Question, et ensuite qu'avez-vous fait? Réponse, une fois que j'ai obtenu mon diplôme à l'académie militaire, je suis devenu sous-lieutenant et j'ai été posté à Ljubljana, en Slovénie. Question.
Quel poste occupiez-vous au moment où vous êtes arrivé à Ljubljana? Et quelles étaient vos activités? Réponse. L'on m'a confié le poste de commandant de section à l'école des officiers de réserve, l'école des officiers de réserve où étaient formés les officiers de réserve pour la défense territoriale des unités de l'armée yougoslave. Question, vous avez fait vos études en Slovénie? Réponse, oui. Cela faisait 1 an que j'étais en Slovénie. À ce moment-là, je me suis inscrit à l'école de sociologie pour un postgrade, sciences politiques et journalisme. Avant cela, j'avais été amené à passer différents examens pour combler l'écart entre les examens que j'avais passés à l'école militaire et les diplômes que j'avais obtenus de ma nouvelle école. J'ai reçu mon master en 89 et ensuite j'ai obtenu un master en humanité. Question. Alors maintenant, nous allons essayer de régler cela. Je souhaite vous présenter un document qui apparaîtra au prétoire électronique. Il s'agit du document P337. Correction d'interprète P372. Question, nous n'allons pas examiner par le menu ce document, Général Pandorovitch, mais reconnaissez-vous ce document à l'écran? Réponse, oui. Question, de quoi s'agit-il? Réponse. Il s'agit d'informations portant sur ma personne en tant que soldat d'active et c'est un des documents qui figure dans mes fichiers ou dossiers personnels. Question, il s'agit donc d'un document qui reprend les détails, entre autres, de vos promotions au sein de l'armée, n'est-ce pas? Réponse. Tout soldat professionnel ou tout officier professionnel a son propre dossier, un dossier qui est ouvert au moment où il rejoint les rangs de l'armée. Et l'on y consigne les grades qu'il occupe et le dossier remis à jour régulièrement tout au long du parcours et tout au long de la carrière du soldat professionnel en question. Il s'agit grosso modo d'un portrait brossé du parcours professionnel du soldat en question. Question. À moins que vous n'y voyiez un inconvénient, je vais peut-être vous poser des questions directrices portant sur les grades que vous avez occupés dans votre carrière. Vous étiez d'abord sous-lieutenant en juillet 1982. Est-ce que vous avez ensuite été promu en juillet 83 au grade de lieutenant? Réponse, oui. Ces deux affirmations sont correctes. Question. Et ensuite, vous avez été promu en 87 au rang de capitaine? Réponse, oui. Question. Et en 91, capitaine première classe? Réponse, oui. Question. Le 7 janvier 1993, vous êtes passé au grade de commandant? Réponse, oui. Question. Le 23 juin 1994, vous avez obtenu le grade de lieutenant-colonel. Réponse, oui.
Question. Le 31 décembre 1995, vous êtes devenu colonel. Réponse oui. Question. Et en date du 28 juin 1997, vous avez été promu au grade de général de division de l'armée de Republika Srpska. Réponse oui. Question. En mars 2001, vous avez été promu au poste de général de l'armée de Yougoslavie, n'est-ce pas? Réponse oui. L'armée de Yougoslavie, c'est exact. Question. Peut-on revenir à la période où vous vous trouviez en Slovénie? À l'époque où vous viviez en Slovénie, est-ce que vous occupiez un rôle actif dans la politique? Réponse. C'est-à-dire que j'étais membre de la Ligue des communistes de Yougoslavie et ce, à un âge assez tendre. J'étais encore à l'école primaire et lorsque je suis arrivé à Ljubljana, j'ai été élu président de l'organisation des jeunesses de mon régiment. J'étais également le secrétaire de l'organisation du Parti de la Ligue des communistes dans l'armée populaire de Yougoslavie. Correction de l'interprète, remplacer école primaire par lycée. Il s'agissait en fait de postes qui n'étaient pas rémunérés, mais président de l'Alliance de la jeunesse de l'armée populaire de Yougoslave dans le corps de Ljubljana. Ceci couvrait l'ensemble de la Slovénie à l'exclusion de certains territoires à partir de 88 et jusqu'en 1990. Question, est-ce que vous occupiez un poste politique au sein de l'armée en Slovénie? Réponse, il s'agissait d'un système militaire et politique. J'étais l'assistant commandant, ou commandant adjoint pour le travail politique, et j'étais également son assistant, c'est-à-dire commandant assistant du bataillon. Question. À quelque moment que ce soit, avez-vous été membre du parti politique SDS ou de quelque parti politique nationaliste que ce soit? Réponse. Au début de la dissolution de la Yougoslavie et de la dissolution de la Ligue communiste de Yougoslavie, un nouveau parti, le Mouvement pour la Yougoslavie, a émergé. La plupart des officiers étaient membres de ce parti, la tentative étant de préserver la Yougoslavie telle qu'elle était. Et pendant une période assez brève, j'étais membre de cette organisation. Ceci étant dit, suite à cela, je n'ai plus été membre de ce parti, ou de quelque parti que ce soit. Question. Pourriez-vous nous dire quelques mots quant à la vie que vous meniez en Slovénie? Combien de temps avez-vous passé en Slovénie? Réponse. J'ai passé 9 ans en Slovénie. Et je peux vous dire que c'est la plus belle période de mon existence. J'étais complètement intégré dans la société slovène. J'avais appris la langue slovène. J'ai fait des études et en un mot comme un sang, je me sentais chez moi en Slovénie. Question, est-ce que vous aviez des membres de votre famille en Slovénie? Réponse. Je me suis marié en Slovénie, j'avais une femme, une fille. À l'heure actuelle, je n'ai pas de membres de ma famille en Slovénie, mais j'y compte de nombreux amis et de nombreuses connaissances. Le Premier ministre actuel de Slovénie était Borut Pahor, était membre de l'Académie militaire où il commençait ses études. Question, est-ce que vous avez appris la langue slovène? Réponse oui. Question. Pourriez-vous nous dire quelques mots de la composition des unités dont vous étiez membre?
à l'époque où vous viviez en Slovénie? D'où venaient vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques, vos subordonnés? D'où venaient-ils? Réponse. Lorsque je suis arrivé au poste de commandant de section à l'école des officiers de réserve, cette section comportait exclusivement des Slovènes. Cette école était destinée essentiellement et exclusivement à cette région. Ceci étant dit, les autres unités de la brigade dans lesquelles j'ai exercé mes activités étaient d'une composition multi-ethnique et mixte. Soldats et officiers étaient pour certains slovènes, d'autres croates, d'autres encore musulmans ou serbes. Mon commandant de bataillon, Vahad Karavelic, était musulman. Il a été ensuite commandant du corps de Sarajevo. Timur Tihorme Blaskic a été également en procès ici. Il était un des commandants du corps et il était également mon bras droit. Il était également mon témoin lors de mon mariage. Question. Vous avez écrit certains articles dans des magazines à l'époque, mais quelle était votre opinion quant à la sécession de la Slovénie lorsqu'elle a quitté la Yougoslavie? Réponse. Eh bien, à cette époque-là, la Slovénie faisait encore partie de la Yougoslavie. Le processus de désintégration de la société yougoslave était un processus en cours et il était particulièrement manifeste en Slovénie. C'est là qu'il l'était le plus. Et c'était les organisations de jeunes Slovènes qui étaient les plus actifs. J'étais associé à leurs activités, j'écrivais des articles. Peut-on demander aux témoins de ralentir un petit peu? J'écrivais des articles dans des périodiques, des journaux spécialisés. Je contribuais à chacune de ces publications et je constatais avec énormément de tristesse les événements qui se déroulaient. Cela m'attristait, je vous le dis, et cette dissolution imminente de la Yougoslavie m'attristait énormément. Question. Quelle position occupiez-vous au moment où a éclaté la guerre en Slovénie? Réponse. J'étais l'assistant pour le travail politique du commandant du bataillon et j'étais également son adjoint à l'époque. Question. Que s'est-il passé au moment où a commencé la guerre? Réponse. La guerre en Slovénie a éclaté de façon spontanée. Les unités de la JNA étaient consignés dans leurs casernes. D'abord, c'était les passages aux frontières qui étaient sous attaque. Ensuite, à Kilic et Ljubljana, les casernes étaient bloquées par les unités de la défense territoriale de Slovénie. Par conséquent, je me suis retrouvé dans une situation dans laquelle j'étais la cible de ceux que j'avais formés un an auparavant. À peine. Heureusement, le conflit armé n'a pas duré très longtemps et n'a pas eu pour conséquence un bain de sang. Question. À quel moment avez-vous quitté la Slovénie et qu'avez-vous fait? Sredinom avgusta poslednji deo brigade. C'était à la du mois d'août, la dernière partie de la brigade est partie de Ljubljana et nous sommes arrivés à Zenica. Pendant plusieurs jours, je suis restée à Zenica, après quoi je suis retournée à Ljubljana pour prendre ma voiture et pour amener mon épouse. Et après quoi, je suis partie pour Belgrade. Je suis passée par la Croatie, par la Bosnie-Herzégovine pour arriver en Serbie. Question. Je pense qu'on a raté une date. En quel mois la guerre a commencé en Slovénie? C'était en quel mois? Réponse. Pour autant que je me souvienne, le 26 juin, l'Assemblée de Slovénie a proclamé l'indépendance de Slovénie, ce qui représentait en même temps le début de la guerre. En 1991. Question, vous nous avez dit
que vous êtes parti pour Belgrade. Pourquoi êtes-vous parti pour Belgrade? Réponse avant. Je me suis inscrit à l'académie pour les officiers d'état-major et donc il a fallu que je commence donc à être présent au cours. C'était en septembre. Question. Avez-vous fini cette formation? Réponse. Cette formation ou cette école a duré 2 ans. Il s'agissait d'une sorte de cours de perfectionnement. Malheureusement, je n'ai pas fini ce cours, cette formation, parce que la guerre a commencé en Croatie et j'ai dû quitter donc mes études. C'était seulement 1 mois après que j'avais commencé à étudier. Question. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Réponse. Après 20 jours passés à l'école, j'ai été envoyée au sein de la 19e brigade de montagne du corps de Gice en Serbie orientale et j'ai été donc nommé commandant de la brigade. Provisoirement. Question. Quelle était la situation qui prévalait dans cette unité? Réponse. C'était chaotique. La mobilisation a été décrétée, mais cela n'a pas réussi. L'armée s'est désintégrée littéralement. Le commandant de brigade a été donc démis de ses fonctions. Les commandants des bataillons également. Et nous, les officiers nouvellement venus, nous avons essayé de donc consolider la brigade, mais cela n'a pas marché. Question. Où étiez-vous à l'époque? Où étiez-vous stationné à l'époque? Réponse. Pendant à peu près 1 mois, je suis restée avec le bataillon en m'occupant de la formation dans la région de Užice, la région plus large, la montagne Zlatište, après quoi j'étais envoyée au front de Dubrovnik et Hercegovina, entre Dubrovnik et Trebinje. Thank you. Question. Merci. Est-ce qu'on peut faire la pause maintenant? Le président? Oui. Nous allons faire la pause de 25 minutes.